Bienvenue sur votre podcast dédié à l'art et à ses métiers, La Pause d'Art. Anecdotes, passion, parcours inspirant d'artistes d'ici pour le monde et ceux du monde pour ici. À suivre donc La Pause d'Art. Comment vous faites pour financer ces programmes à long cours? Cette particularité, je dirais, de Waza qui m'intéresse beaucoup, de pouvoir s'étaler sur le temps, tu vois. Parce que moi-même, en tant qu'artiste, j'ai envie de dire que c'est le luxe que je me donne à chaque fois, quoi. Quand je suis sur un projet, je ne me fixe même pas de délai. Et j'ai appris avec le temps que plus tu t'investis dans le temps et plus ton projet, il est mature à la fin, quoi. Oui, mais le bailleur, il te finance pas. Nous, on a eu une fois un financement structurel sur plusieurs années. C'était la fondation Doun, qui est aussi très présente ici au Mali, et via le réseau Art Collaboratory. Mais ça n'intéresse pas les gens de financer ton loyer et les salaires de l'équipe. Ce qui intéresse les gens, c'est de financer des productions. Et en général, voilà, les Français qui payent les billets des Français, les Allemands qui payent les billets des Allemands. Et puis après, ton responsable de production qui paye son carburant. Je pense que ce qui marche pour nous, c'est d'avoir des organisations fortes, mais il y a des institutions comme des universités ou des musées qui sont dans une dynamique aussi sur le long terme. Quand un musée met en place une exposition ou un programme, ils ont le temps. Les musées du Nord, ils ont le temps, ils ont les ressources pour ça. Mais il faut qu'ils vous donnent la place qu'il faut pour que vous puissiez collaborer d'une manière où tout ne va pas aller dans leur vitrine, mais que ça peut aussi venir nourrir le contexte local. D'accord. Mais quels sont ces partenaires-là? Quels sont les partenaires avec lesquels les bailleurs avec lesquels Donc on a beaucoup travaillé avec Doun System. On a beaucoup travaillé avec ProLVCA, l'Assurance Suisse de Coopération. On a fait des programmes avec, bien sûr, l'Institut français, le Centre Wallonie-Bruxelles, Goethe Institute. On a travaillé parfois avec des fondations américaines. On a travaillé avec l'Union européenne. Donc, c'est des bailleurs classiques. Mais parfois, comme je disais, c'est des musées. Là, on a terminé un programme avec Humboldt Forum. Okay. Mais je veux savoir, est-ce que au niveau du Centre d'Art Waza, la question de la diaspora se pose aussi? Est-ce que vous avez réfléchi à comment utiliser la diaspora pour financer en fait, un centre comme celui auquel tu es à la tête? Pour le moment, il n'y a pas eu, pas seulement de diaspora, mais il n'y a pas eu de financement privé dans le programme du centre. On n'est pas arrivé à lever de la philanthropie sur nos programmes. Mais comment est-ce que c'est une force ou une faiblesse finalement de travailler avec ces partenaires étrangers et de ne pas pouvoir compter sur une base nationale ou diasporique? C'est une faiblesse. Est-ce qu'il y a des stratégies qui sont pensées au niveau du Centre d'Art Waza ou même peut-être, je ne sais pas, peut-être il y a ou des réseaux, des centres à Lubumbashi ou sur le Grand Congo? Est-ce qu'il y a une réflexion vraiment qui est menée? Oui, pour nous à Waza, le shift, c'était Covid. Quand tu vois tous les bailleurs se retournent sur leur propre pays. Les Hollandais, ils rentrent sur le Pays-Bas, les Français sur la France. Et nous, les Congolais, on doit rentrer sur le Congo et il n'y a rien. Il n'y a rien. On ne voyage pas, on ne fait rien. C'était vraiment une grosse claque. Et depuis lors, nous réfléchissons à intégrer l'économie locale. On ne peut pas être un centre ancré au niveau thématique, au niveau des pratiques. On a vraiment un très bon ancrage. Mais au niveau de l'argent, tout vient par des virements internationaux. Comment on peut défendre cet ancrage
et cette liberté de temps quand on connaît les enjeux géopolitiques de l'art aujourd'hui. C'est assez difficile. Donc, nous développons des stratégies pour intégrer l'économie locale. Quelles sont, tu peux nous en parler un peu de ces stratégies-là? On est dans une région minière. Hein. Donc, il y a ce qu'on appelle les RSE, la responsabilité sociale des entreprises, qui n'est pas que une forme d'éthique, c'est aussi une obligation d'allouer pour les communautés riveraines, les communautés qui avoisinent les lieux d'exploitation, un pourcentage, je crois que c'est 2% des bénéfices, quelque chose comme ça, mais pour développer des activités pour les communautés locales. Jusque-là, d'une part, les entreprises sont hyper capitalistes, donc chaque fois qu'ils peuvent ne pas le faire, ils ne le font pas. Ou ils vont réduire la communauté à ce qu'ils estiment, la communauté impactée à vraiment pas grand-chose. Alors que finalement, tout le monde est impacté par... la planète entière est impactée quand on exploite la nature. Et donc, notre souhait est de nous rapprocher de ces communautés locales-là, parce que dans leur cahier de doléances, c'est toujours la même chose. Des puits d'eau, des dispensaires, des écoles. Et de dire que, voilà, une fois que vous avez fait ça, évidemment, c'est des besoins primaires, une fois que vous avez besoin de ça, qu'est-ce qui permet à vos jeunes d'être à l'aise? Qu'est-ce qui permet ce dialogue entre les générations? Perpétuer la culture, développer des valeurs et tout ça. Qu'est-ce que nous, comme centre d'art, on peut avoir comme approche là-dessus? Si on vient, par exemple, faire une réflexion sur l'écologie décoloniale avec une communauté riveraine d'une exploitation minière, comment on peut utiliser justement l'argent de cette entreprise, parce que c'est les communautés qui doivent définir ce qu'elles veulent, pour sensibiliser sur les questions comme l'écologie, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on a commencé à faire, des liens qu'on a commencé à tisser. Il y a toujours le risque d'un certain forme de folklorisation de l'art dans ce genre de choses, où on est simplement un outil de sensibilisation, où on est simplement un outil de... vous savez, chez nous, on appelle ça les danses folkloriques, donc les danses traditionnelles, sans rentrer dans la profondeur de cette danse, qu'est-ce qu'elle voulait exprimer, quelle esthétique il y a derrière. Donc, nous avons des ambitions assez grandes et parfois, je ne sais pas, le responsable des actions communautaires dans une entreprise, il a juste besoin de faire venir son PDG, voir les gens danser, applaudir et ça s'arrête là. Mais on veut aller un peu plus loin et donc forcément les discussions vont être plus longues. Est-ce que ce n'est pas aussi aux artistes ou aux centres d'art de faire des propositions plus adaptées aux communautés? Parce que je prends le cas par exemple de... généralement nous venons avec cette histoire de folklore, faire une exposition, même si tu le fais dans, comment je vais dire, dans un village, etc. Mais les gens, eux, ils ne sont pas adaptés, ça ne les intéresse pas tant que ça. Mais quand l'art devient action, tu vois, je sais pas, peut-être embellir la place du village avec des architectures qui ont été créées par des artistes, etc. Peut-être ça pourrait permettre à ce que l'art devienne un peu plus inclusif et non pas quelque chose qu'on regarde de loin. Peut-être c'est aussi à nous de réfléchir sur... ouais. Oui, je pense qu'il y a énormément d'opportunités. Quand on quitte la ville aussi, et qu'on prend le temps de réfléchir sur les communautés, il y a énormément de choses à faire et énormément de possibilités. Après, ce n'est pas les choses les plus habituelles pour les bailleurs et tout ça. Donc, voilà, on est en train d'inventer des nouvelles manières de... D'accord, je comprends. Et après, la suite de ma question, ça serait comment vous collaborez? Est-ce qu'il y a une réelle collaboration entre le centre d'art Waza et d'autres espaces? Ah oui.
parfois, je pense qu'on en a même eu trop. Voilà, je vais te donner juste une liste de réseaux formels hein, auxquels on appartient. Donc, Art Collaboratory, c'est avec, par exemple, Douala Art au Cameroun, Raw Material, Centre Soleil ici à Mali, mais aussi Plateau Hydro ou Massarte, Mais qu'est-ce que vous mettez dans cette collaboration? Parce que là, je vais un peu prêcher pour ma chapelle. Parce que des fois, nous, en tant qu'artistes, nous n'arrivons pas à mettre le doigt sur ça. Tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'impact d'être dans ce réseau pour vous, les centres? Tu comprends pourquoi je dis qu'à un moment donné, je me suis dit qu'on en a trop. On est dans 5 ou 6 réseaux nationaux et internationaux. Et qu'est-ce qu'on en fait? Quel impact ça a sur notre écosystème? C'est vrai. La réalité de cette question-là, c'est qu'une relation commence toujours dans ce genre de choses. Une relation, il faut une forte volonté entre les responsables des organisations. Donc forcément, au début, voilà, Marilyn Doualabel vient à Lubumbashi, on l'invite à Kinshasa. Moi, je suis allé 2 ou 3 fois à Douala et au Cameroun. Mais je peux te dire qu'aujourd'hui, aucun artiste camerounais n'est venu au Congo, aucun artiste congolais n'est allé au Cameroun via cette collaboration-là. Et donc, ça, on doit réfléchir. Parce que nous, c'est le sentiment qu'on a, du moins. Parce que quand je dis qu'on a, les autres vont dire « Ah non, je suis dans un truc on inclusif ». Peut-être je parlerai de moi. J'ai le sentiment que ça se balade. Non, tu mais vois? Je dis le sentiment, je ne dis pas que c'est ça. Mais non, mais moi qui ne suis pas dans le secret des saints, voilà. Oui, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on a fait Boda Boda et qu'il y avait Yvon Gassam, je sais que c'est un Camerounais. Donc je continue à suivre ton travail. Parce que je sais qu'il y a une fenêtre qui pourrait faire qu'on fasse des choses. Quand je rencontre Hervé Yumbi et que je l'invite dans une résidence à Palerme, je sais, j'ai derrière ma tête l'idée qu'il y a cette brèche de fenêtre d'opportunité qui reste. Maintenant, le problème, c'est que parfois, nous, les responsables des structures, on est lents. On est lents. Je dis qu'on a trop de choses à faire, c'est seulement à moitié vrai. Il y a une forme de lenteur et les artistes peuvent aller plus vite que nous. Mais est-ce que cette lenteur n'est pas causée aussi par ceux qui financent? Oui, parce que tu peux avoir 10 000 projets, 10 000 envies, mais il faut le financement pour accompagner ça. Ah, les bailleurs, il faut les solliciter. Hein. Donc, on ne peut pas leur en vouloir sur des choses qu'on ne leur a pas demandé. Donc, moi, ce que je fais maintenant, par exemple, quand je rentre ici, je sais que Barthélemy Togo a demandé 2 artistes pour l'année prochaine et qu'on a une possibilité que l'Institut français prenne ça. Je vais aller avec l'équipe, je dis, OK, quels sont les 2 artistes qu'on peut mettre là-dessus? La réalité, c'est qu'on doit responsabiliser les artistes. Donc, les 2 artistes là qu'on va désigner là, je leur donne la carte de visite de Barthélemy Togo. Restez en contact avec lui, harcelez-le. Ne ratez pas le moment où il faudra écrire la lettre à l'Institut français. Et nous, on va signer la lettre. Parce que si on doit suivre de front tous les processus de tout ce qui se met en place, on n'est pas... En fait, la réalité, c'est que comme on n'est pas une galerie, on n'a pas un retour d'argent clair sur l'investissement d'énergie qu'on fait pour mettre les choses en place. Mais pourquoi vous ne mettez pas ça en place? Pardon? Pourquoi vous ne mettez pas ça en place? Pourquoi vous croyez... En fait, excuse-moi de mon impertinence, mais pourquoi vous croyez que vous ne devrez pas avoir ce retour? Moi, par exemple, ça ne me gênerait pas de dire, OK, je mets 20% de ce que je vais gagner sur tel projet parce que c'est tel centre qui a, qui a tout piloté. Oui, moi, je pense que ce sont peut-être des mécanismes qu'il faut mettre sur pied et que ça soit clair parce que vous faites un travail. Mais en fait, il faudrait qu'on sache, la plupart des productions qu'on a fait jusque-là, ça a été des choses qui ne ramenaient pas beaucoup d'argent à la fin. Ça va être un droit de monstration, une biennale, tu sais toi-même que c'est pas énorme. Mais je suis d'accord qu'aujourd'hui, on doit repenser nos modèles économiques. Parce que en fait, comment je vais dire? Moi, j'ai expliqué que je viens du modèle français. Il y a deux manières de voir le monde de l'art. Il y a le modèle français où l'État
le roi d'abord, et puis l'État subventionne. Et nos pays africains francophones, nous avons cru, via les instituts français, que c'est notre modèle. Que l'argent du marché de l'art, c'est de l'argent sale, et l'argent des soft power français, c'est de l'argent propre. C'est ça, c'est ça. On a été éduqués comme ça. Moi, je viens de là. Donc, je fonctionne, mon logiciel, il est comme ça. Mais la réalité à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est que, je veux dire, moi, j'étais à l'Institut français et je voyais baisser chaque année les subventions pour les institutions en dehors de l'Institut français. Donc, il y a un moment donné, on donnait 20 000, et puis on donnait 15 000, 5 000, 10 000. Je me souviens, la dernière année où j'étais à l'Institut français, il y avait 5 000 $ pour Faustin Kabako, et puis c'était tout. Alors qu'au début, on était à 200 000, 150 000. Donc, c'est resté à 5 000. Et puis, l'année d'après, il n'y avait plus un rond, l'Institut français, de l'ambassade de France, qui allait dans les institutions culturelles indépendantes. Donc, ce modèle, il n'est pas pour nous. Maintenant, quel lien on a avec le marché? Quelles connaissances? Quels sont les... Je connais aucun centre parmi nous ici qui va avoir son stand à Artex Lagos ou à Joburg Art Fair. Tu verras que les Zimbabwéens, les Zambiens, ils y sont. Les Kenyans, ils vont sur les foires. Même s'ils ne vendent rien, ils créent des liens avec des parrains et l'investissement privé existe. Mais c'est là-bas qu'il faut aller. Attends, parce que je sais par exemple... Je suis d'accord. Je sais par exemple, je sais plus si c'est sur 154 ou AK. Ça, il faut que Il y a l'une de ces deux fois-là qui, à chaque édition, invite un projet ou des projets, ce qu'ils appellent les projets spéciaux. Les mecs, vous ne payez rien. J'ai bénéficié de ça à travers un espace qui s'appelle Bikoka Art Project, qui est créé par Christine Yéné. Parce que je ne sais plus laquelle des deux fois j'étais. Et voilà, donc il y a ça qui existe. Maintenant, c'est trouver son billet d'avion pour y aller, c'est qui n'est non plus aisé, mais il y a déjà ça. Et je me dis aussi que les networks auxquels vous appartenez devraient militer par ça, pour ça, vu que vous rencontrez les mêmes problèmes, je crois. La pause d'art. Oui, absolument. Je pense que ce sont des réflexions. Moi, je te dis, on est arrivé à une conscience, une évidence. En même temps, on a des vieux logiciels. Hein? Moi, ce que j'essaye de dire aux jeunes aujourd'hui, c'est ça. Le nouveau chargé de projet de Waza, Makonga, qui est un artiste lui-même, qui a travaillé à Joburg Art Fair, je lui dis toujours, écoute, ne faites pas les mêmes erreurs. Je ne voudrais pas que vous reveniez sur cette histoire de subvention à 100%. C'était l'erreur sur laquelle nous avons été embarqués. Il faut qu'on pénètre la diaspora. Il faut qu'on pénètre la diaspora parce que les diasporas africaines font partie des plus riches. Oui, mais je ne connais pas encore de groupes de diaspora qui comprennent la nécessité de financer à la source. Parce que l'idée d'avoir un produit dont on peut être fier dans le contexte où on est, par exemple la philanthropie américaine, elle fonctionne comme ça. S'il y a une soirée de gala à New York où je peux montrer à mes amis que les cool guys que j'accompagne, regardez comment ils sont bien, ça va. Mais de l'argent qui se perd là-bas loin, c'est pas encore arrivé. Et donc il faut créer ces genres de méthodes. S'il y a une soirée de gala là-bas, quel est le retour qu'on a sur le continent? En tout cas, comment les produits circulent? Ouais, je comprends. Et mais donc, je te fais confiance. Moi, je te fais confiance pour trouver ce modèle-là. J'aimerais qu'on revienne à quelque chose qui se passe actuellement. Ce n'est pas une habitude à la pause d'art, mais je crois que l'événement est beaucoup trop important pour le continent pour ne pas vivre ça de manière plus, comment je vais dire, plus directe. C'est la Biennale africaine
de la photographie qui se passe à Bamako. Et nous sommes à la 14e édition qui est aussi le 30e anniversaire. Quel a été le rôle justement du Centre d'art Waza dans cette belle fête dédiée à l'art photographique à Bamako, cette édition? Waza n'a pas eu un rôle direct. Moi, j'ai été invité comme co-commissaire de la Biennale. Et donc, nous sommes donc par conséquent très attentifs à Waza, à tout ce qui se passe. Mais notre contribution est aussi de donner notre fréquence radio, par exemple, notre fréquence de web radio pour Radio Kuma. Le lien avec les artistes congolais, évidemment, ils viennent frapper à la porte en disant comment les choses avancent. Mais je pense que dans un deuxième temps, ce qui serait intéressant pour Waza, c'est de voir comment le travail qui est fait ici, d'une manière ou d'une autre, j'espère de la plus belle, pourrait être ramené au Congo. Parce que c'est bien de faire circuler les rencontres de Bamako en Europe, comme ça se fait parfois, mais je pense que cette édition, l'édition de la résilience, devrait avoir un écho sur le continent lui-même. Et donc je pense que ma sœur Oyinda de Sissi et Lagos et moi de Waza ou Soufiane du Maroc, on est très intéressés à trouver une manière de circuler ça dans l'événement, dans nos espaces indépendants. Peut-être des formes plus réduites, ça peut être 3-4 artistes, mais de célébrer les rencontres. Tout à fait. Et de rappeler combien ces rencontres sont importantes pour nous. Donc dans un deuxième temps, Waza va s'impliquer vraiment dans la circulation, dans la diffusion des résultats. Ok. Et quelle a été justement, parce qu'il y a cette radio Kuma là, et quelle a été l'expertise de Waza autour de la création de cette radio? C'est quoi le contenu? Alors, oui, alors Waza Radio, c'est une radio qui existe depuis plus de 2 ans. Il y a des journalistes comme Denise Maréou et Christelle Ntanga qui ont aidé à mettre ça en place et qui le soutiennent. Donc, elle est diffusée 24 heures sur 24 en ligne. Et on a produit un certain nombre de podcasts. On est, je crois, qu'il y a une centaine de productions de podcasts sur différentes thématiques. Alors, évidemment, l'équipe de Waza Radio n'est pas là. Moi, je suis un peu un apprenti de ce médium. Mais on travaille donc avec Kamara Moussa de l'ORTM ici à Bamako. Que nous remercions pour son aide technique. Oui, et donc l'idée de Radio Kuma, c'est donc de réaliser des capsules sonores sur différentes productions artistiques qui sont présentées ici, mais aussi sur toutes les discussions qui se déroulent sur la thématique de la parole, Kuma. Et donc on table sur une dizaine de podcasts dans un premier temps, mais l'idée c'est aussi de laisser le temps, sur tout le temps de l'événement, la récolte de sons et donc de les rendre disponibles parce qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu voyager et voilà, je pense que le son justement sur un événement qui s'appelle la parole, le son peut être un bon médium pour communiquer. Merci Patrick, merci pour ton temps. Merci Yvan. C'était vraiment une belle interview pour moi. Je te remercie et surtout bon retour à Lubumbashi. Merci. Bonjour aux frères qui sont là-bas et merci, bonne continuité pour et tu es le bienvenu à Lubumbashi. Bah écoute, ça sera avec plaisir que je viendrai, ça c'est certain. Merci. Ciao. Ciao. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.